Salut à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur la chaîne, c'est Jack Piskun qui te parle et aujourd'hui encore on se retrouve pour parler d'un film culte et cette fois-ci direction Rome dans les années 70 avec Bruce Lee dans La Fureur du Dragon. La Fureur du Dragon, aussi appelé The Way of the Dragon dans sa version américaine, est un film mélangeant arts martiaux, action et humour, sorti en 1972 à Hong Kong et en 1974 en France. Il s'agit du premier long métrage réalisé par Bruce Lee en personne, et il s'occupe également de jouer le rôle principal, de chorégraphier les combats et même d'écrire le scénario. Il participe aussi à la production aux côtés de l'éternel Raymond Chow, le fondateur de la boîte Golden Harvest, et qui sera grandement responsable de la popularisation du cinéma d'arts martiaux à travers l'Occident. Et je ne pense pas qu'il soit forcément nécessaire de rappeler qui était Bruce Lee, même si j'aime à préciser que La Fureur du Dragon est son troisième film majeur, après The Big Boss et La Fureur de Vaincre, et suivront Opération Dragon et Le Jeu de la Mort. Avec un budget modeste de 130 000 $, La Fureur du Dragon va rapporter 1000 fois plus au total à travers le monde, avant de se faire détrôner par Opération Dragon quelques temps après. Une consécration pour Bruce Lee qui était alors au sommet de sa gloire. Un succès somme toute mérité puisque le film est excellent avec des affrontements magistraux et à titre personnel, c'est mon œuvre préférée de l'acteur dont je suis un énorme fan. Tout ça c'est chouette, mais qu'est-ce que ça raconte au final? Eh bien, laissez-moi vous résumer le film scène par scène, et tant pis pour les spoilers. En plus de 50 ans d'existence, vous aviez largement le temps de le mater. Ça commence donc avec notre héros Tang Long, joué par Bruce Lee, fraîchement débarqué à Rome, et qui semble un peu perdu dans l'aéroport. Après avoir traumatisé un gosse pour aucune raison, il décide de faire un tour au resto du coin et de s'éclater la panse à coups de soupe, puisqu'il ne parle pas un traître mot d'italien et c'est tout ce qu'il a pu commander. Du riz. Ah. En sortant, il est rejoint par la charmante Shen Qinghua, interprétée par Nora Miao, et c'est là qu'on en apprend un peu plus sur la raison de sa venue. Tang Long a été envoyé par l'oncle de Shen pour l'aider à défendre son restaurant face à une bande de mafieux prêts à tout pour l'acheter. Il rentre ensuite à l'appartement de Shen, et déjà on comprend que Tang Long n'est pas le héros classique de cinéma. Loin du beau guerrier ténébreux et solitaire, on a plutôt ici un homme simple, pour ne pas dire simplet. Il est souvent à côté de la plaque, mais plein de bonnes intentions. En résumé, c'est un bon con. Tu es mignon mais tu es un tout petit peu con. Je vous passe les scènes du banquier et de la prostituée pour retrouver Tang Long de retour seul à l'appartement et qui tombe nez à nez avec le jovial et sympathique Han Kun, joué par Di Chin, et tous deux partent en direction du restaurant pour rejoindre le reste du groupe. Une fois sur place, on fait la connaissance du bienveillant oncle Wang dans un restaurant dénué de toute clientèle, et c'est pour ça que les autres employés en profitent pour s'entraîner au karaté dans l'arrière-cour. Là, je vais laisser les gars faire leur présentation. Salut, je suis Tony. Jamie. Thomas. Robert. Je n'ai pas de prénom occidental, appelez-moi Chouette. Salut tout le monde. Et direct, ça part en taquinerie pour savoir quel style de combat est le plus fort, entre le karaté japonais et la boxe chinoise. Tang Long va se faire une joie de leur proposer une jolie démonstration de force. Mais c'est sans compter sur l'oncle Wang qui les interrompt parce que des clients viennent d'arriver. Sauf qu'au même moment, les méchants débarquent avec de la musique de méchants et viennent foutre un coup de pression à Shen et aux employés, tandis que Tang Long, toujours à côté de ses pompes, bouscule haut le bras droit du grand méchant patron et s'excuse bêtement avant que ce dernier ne quitte le resto avec ses sbires. Le soir venu, des voyous malfagotés se font passer pour des clients et commencent à mettre le boxon. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase Ming et seule la violence pourra résoudre ce problème. Jimmy veut passer en premier pour leur montrer la puissance du karaté, mais se fait lamentablement défoncer d'une seule patate dans la tronche. Jimmy, le roi de la boxe chinoise. Et là, ça ne rigole plus. Tang Long prend le relais et va surprendre l'assemblée avec des coups ultra rapides et puissants. Et à lui tout seul, il va se débarrasser des mécréants et ainsi convaincre Shen et ses collègues que sa venue n'était peut-être pas une mauvaise idée finalement. Une première victoire qui ravit le petit groupe, sauf l'oncle Wang qui craint les représailles. En attendant, chacun rentre chez soi, et au petit matin, Tang Long confectionne des fléchettes, au cas où les bandits reviendraient. Et ça tombe bien,
parce qu'après une nouvelle journée passée au restaurant, Shen et Tang Long sont pris en embuscade à leur appartement par un voyou armé. Mais c'était sans compter sur Tang Long et ses super fléchettes en bois, qui s'en débarrassent en un éclair et le déposent sur le palier, tel un sac poubelle à descendre en partant au boulot. Enfin, on découvre le patron des méchants. Et c'est pas une blague, il est vraiment crédité sous le nom de Patron, et joué par John T. Byrne. Et il n'est pas content, le patron, quand il apprend que ses mignons ont échoué à cause d'un seul homme. Et cet homme, justement, est en plein entraînement matinal. Et petit aparté pour dire que Bruce Lee était au meilleur de sa forme à ce moment-là, avec un physique impressionnant, une musculature sèche et nerveuse, et il pouvait même nous faire une belle imitation de l'écureuil volant. Tang Long prend ensuite son petit déjeuner préparé par Shen, qui a un tout autre regard depuis les exploits de notre héros. Sauf qu'au même moment, au restaurant, les méchants sont de retour, et sont tout aussi hargneux qu'armés, et attendent impatiemment le retour du justicier. Quand il débarque, Oh lui fait une offre qu'il ne peut pas refuser, avec un aller simple pour Hong Kong. Il se fait emmener de force dans l'arrière-cour, mais il parvient à se défaire de ses bourreaux et s'empare d'un bâton. Ils ont voulu lui mettre des bâtons dans les roues, il va leur mettre des bâtons dans les joues. S'ensuit une nouvelle scène de bagarre magistrale, où Bruce Lee introduit pour la première fois non pas un, mais bien deux nunchakus. Et pour l'anecdote, c'est à cause de la popularité grandissante des films de Bruce Lee que l'utilisation et la possession de nunchakus dans la vraie vie a été interdite pendant longtemps dans de nombreux pays. Et la chorégraphie est toujours aussi excellente, avec un mélange de tension et pas mal d'humour, parce que oui, il n'y a pas que les idioties de Tang Long qui sont amusantes. Certains combats sont tournés de façon à rendre les adversaires ridicules, avec parfois un bruit de grosse caisse pour ponctuer une attaque. De retour au resto, Tang Long va faire diversion, et les serveurs en profitent pour reprendre le dessus. Il va ensuite retourner la situation en menaçant le patron et son associé qui repartent la queue entre les jambes. Sauf que le soir, une lettre de menace est envoyée, et l'oncle Wang n'est pas content. Shen part donc rejoindre Tang Long à l'appartement pour le prévenir qu'à minuit, quelqu'un va essayer de l'assassiner. Mais comme à son habitude, il ne pige que dalle à la situation et prend tout cela à la légère. Ils font trop de bruit dehors, je vais fermer la fenêtre. Évidemment, le tueur se loupe, et notre héros va le prendre en chasse. Il s'en débarrasse d'une fléchette bien plantée dans le derrière, mais constate avec effroi à son retour dans l'appartement que Shen a été enlevé. On la retrouve dans le bureau du grand chef avec Oh qui tente une nouvelle fois de forcer la vente du restaurant. En vain, puisque Tang Long déboule avec ses potes pour sauver la demoiselle en détresse. Encore de la bagarre où cette fois-ci les employés s'en sortent un peu mieux face aux voyous, mais c'est quand même Tang Long qui met un point final à tout ça. Et les pieds aussi d'ailleurs. Intimidation à nouveau, avec le craquage de doigts le plus impressionnant du monde, et c'est pourtant là le plus gros défaut du film. Le scénario, qui n'était pas ultra palpitant de base, devient pour le coup ridicule, avec cet entêtement constant et ces situations qui se répètent. Un coup ce sont les méchants qui ont le dessus, un coup ce sont les gentils. Puis rebelote les méchants qui foutent la pression, ah bah non, en fait c'est Tang Long qui va les mettre en garde, etc. etc. C'est pour ça que le bras droit du patron veut jouer sa carte maîtresse. Il veut faire appel à des grands maîtres d'arts martiaux étrangers qui pourraient se débarrasser de Tang Long, moyennant finance. Mademoiselle, je voudrais appeler l'Amérique. Chez les gentils, c'est la méga teuf, avec distribution des étrennes en l'honneur du nouvel an chinois. Tout n'est que joie et volupté, mais un télégramme vient ruiner l'ambiance. C'est l'oncle de Shen qui demande à Tang Long de revenir dès que possible à Hong Kong. Ce dernier refuse de partir tant que le souci avec les mafieux n'est pas résolu. Et en parlant du loup, Oh débarque la fleur au fusil pour soi-disant présenter ses vœux et surtout proposer une rencontre avec le patron pour discuter affaires. Et sans transition, on découvre le mec le plus badass du film, Colt, joué par Chuck Norris. Et même que quand il marche, il fait des bruits de batterie. Chez les méchants, c'est moins la méga teuf, puisque les deux nouvelles recrues commanditées par Oh ne s'entendent pas et préfèrent régler leurs différends à coups de savate. La tension baisse d'un cran quand Colt débarque et nous apprend qu'il est le maître de Bob. Sensei, Bob est mon élève. Le ton monte à nouveau lorsqu'il faut choisir qui sera l'adversaire final de Tang Long, et là, Colt va mettre tout le monde d'accord en défonçant le japonais maître de karaté.
Colt sera donc le boss final à abattre. Lors du rendez-vous entre les gentils et O, ce dernier nous apprend que, comme par hasard, le grand chef est absent, mais qu'ils peuvent aller le rejoindre sur place, sans plus de précision. Évidemment, tout ça n'était qu'un piège, et une partie de nos héros se retrouve face à 2 mini-boss prêts à en découdre. Ni une ni deux, la baston commence et O en profite pour s'enfuir comme un lâche. Tang Loong va encore une fois prouver qu'il n'est pas là pour cueillir des fraises, et après s'être débarrassé des sous-fifres, va prendre en chasse le fuyard, et ce, jusqu'au Grand Colisée de Rome. S'ensuit un jeu du chat et de la souris sous le regard amusé de Colt, quand enfin, les 2 combattants se font face, et j'espère que vous êtes bien accrochés à votre siège, parce que vous allez assister au duel le plus mémorable de tous les temps. Déjà, pas un mot ne sera échangé, et la musique est quasi inexistante durant la première moitié du combat. On sent la tension monter tandis que les 2 adversaires se préparent pour un affrontement où seul l'un d'entre eux en sortira vivant. Et c'est le miaulement déchirant d'un chat sauvage qui va signaler le début de l'assaut. Les coups pleuvent et les échanges s'enchaînent sans répit. Les ennemis frappent et s'observent en analysant le style adverse. Pour autant, c'est bien Colt qui va avoir le dessus sur Tang Loong. Il tape vite et fort, et c'est bien le premier à tenir tête à notre héros. C'est justement là que Tang Loong comprend qu'il ne pourra pas vaincre le champion en jouant dans la même catégorie, et va donc changer de tactique. Face à des techniques strictes et rigides, il vaut mieux choisir la vitesse et la souplesse. Et ça fonctionne. Avec ce changement de tempo, c'est maintenant Tang Loong qui mène la danse. Même la musique revient comme pour signaler le retour en force du petit dragon. Colt, médusé, n'arrive plus à suivre le rythme, essayant même d'imiter ce nouveau style mais en vain. Il va combattre jusqu'au bout, tel le guerrier fier qu'il est, et périra, la nuque brisée, dans une dernière prise mortelle. La victoire est amère pour Tang Loong, qui vient de tuer un valeureux combattant. Mais l'heure n'est pas au regret, puisque O est toujours en fuite. Et la poursuite se termine au point de départ, mais un autre drame est arrivé entre-temps. L'oncle Wang était en réalité un traître, et a assassiné Tony et Jimmy d'un coup de couteau dans le dos. Sentant le vent tourner, il s'automutile afin de passer pour une victime aux yeux de Tang Loong. Arrive alors en trombe le grand patron qui vient faire le ménage et abat d'un coup de revolver son acolyte ainsi que l'oncle fourbe. Et juste avant d'avoir le temps de s'occuper de Tang Loong, la police romaine débarque et vient coffrer le chef des bandits. Le reste des employés arrivent pour faire un triste constat. L'oncle était une pourriture et 2 de leurs amis sont morts pour une question d'argent. L'histoire se conclut au cimetière et Tang Loong est sur le point de repartir seul à Hong Kong. Les crédits défilent accompagnés d'une musique digne des plus grands westerns et le film est terminé. Cette fois-ci, le petit dragon se trouve devant et derrière la caméra, avec une mainmise totale sur le long métrage. Et ça se voit très vite qu'il se fait plaisir. Que ce soit dans le traitement de son personnage ou à travers la philosophie des combats, on sent bien sa griffe et il nous livre ici son œuvre la plus personnelle. Alors tout n'est pas parfait, le scénario reste très basique et peu engageant. On ne sait même pas pourquoi les méchants veulent absolument acheter le restaurant. Et au final, tout devient prétexte à rajouter des nouvelles scènes de baston. Ce qui n'est pas franchement si grave que ça, quand on voit à quel point elle relève l'intérêt du film. Mais j'aime tout autant le personnage de Tang Loong pour son côté idiot sympathique. On se souvient surtout de Bruce Lee comme un maître des arts martiaux, mais on oublie vite qu'il est un acteur avant tout, et qu'il était tout aussi doué pour jouer la comédie, dans tous les sens du terme. Et La Fureur du Dragon est hélas le seul film où on a pu le voir évoluer dans ce registre. Un point bonus pour Chuck Norris, dont ce sera le premier rôle au cinéma, et qui s'en sort très bien, grâce à son charisme écrasant et ses prouesses de combat, car il faut savoir que Chuck est réellement un grand maître d'arts martiaux, et qu'il possède plusieurs ceintures noires dans différentes disciplines. Après, j'avoue ne l'avoir jamais visionné en version originale, et il faut noter qu'on a eu 3 versions différentes en France. Une première mouture tronquée de quelques minutes, où Bruce Lee garde son vrai nom pour son personnage. Une seconde version distribuée d'abord en Belgique, cette fois-ci complète, mais avec le doublage d'origine. Et enfin, une nouvelle version sortie en 2002, bien plus proche et respectueuse du matériau de base, avec un nouveau doublage, assuré par Pierre Tessier pour Bruce Lee et le regretté Bernard Tiffen pour Chuck Norris. Même les musiques sont chouettes et plutôt originales. Il y a un thème principal que l'on retrouve tout le long du film, décliné selon l'émotion de la scène, tantôt dynamique avec des percussions rythmées et des cuivres puissants, tantôt angoissante quand la situation devient tendue, et souvent la grosse caisse retentit pour souligner un effet comique. Du très bon boulot de la part du compositeur Joseph Koo, dont on peut retrouver le travail sur un véritable vinyle japonais sorti à l'époque. Hélas, il n'y a jamais vraiment eu de jeu vidéo directement tiré d'un film de Bruce Lee.
On a bien eu un jeu sur la Commodore 64 où il faut faire preuve d'une certaine imagination pour voir en ce petit tas de pixels un véritable petit dragon. Il existe également un excellent jeu d'action sur Game Boy Advance qui, pour le coup, reprend très bien l'univers des films et l'ambiance des années 70 via les bruitages et la musique. Enfin, le dernier jeu en date avec l'acteur n'est autre que le terrible Bruce Lee Quest of the Dragon sur Xbox, que je vous déconseille très fortement. Vilain dans le fond comme dans la forme, il vous donnera plus rapidement envie de défoncer votre manette plutôt que les ennemis en polygone. À défaut d'avoir eu beaucoup de vrais jeux avec Bruce Lee, on saura apprécier sa lourde influence dans ce domaine, puisqu'il y est très souvent représenté, que ce soit par des références légères ou même des copier-coller à la limite du plagiat. On pensera notamment au personnage de Fei Long dans Street Fighter, Marshall Law de Tekken, ou encore Jan Lee dans Dead or Alive, qui, en plus de pousser les mêmes cris, pratique également le Jeet Kune Do, l'art martial inventé par Bruce Lee en personne. Et si vous êtes plus adepte de lecture, je vous recommande vivement le super bouquin Les Trésors de Bruce Lee, une biographie qui retrace toute sa vie accompagnée de très nombreux facsimilés, le tout supervisé par sa fille Shannon Lee. Je pourrais vous parler longuement de Bruce Lee, de ses films, de ses combats et de sa philosophie, mais je me réserve ce plaisir pour une prochaine fois et préfère vous conseiller de voir ou de revoir ces 5 films majeurs qui restent encore de nos jours des piliers dans le cinéma d'arts martiaux. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt pour encore plus de rétro. Ciao!